À la télévision, si vous voulez faire de l'audience, vous montrez un petit bébé ou alors vous montrez un bel animal comme par exemple une panthère ou un guépard. Mais si vous montrez les deux, un bébé guépard, alors là, c'est carton plein. Écoutez, c'est ce qu'on va voir ce matin. L'objectif n'était pas que de faire de l'audience, l'objectif c'était de vous présenter vraiment une action absolument inédite pour sauver un bébé guépard. Peut-être faut-il rappeler pourquoi il est important de sauver ces animaux. Leur population a été divisée par 10 en un siècle. Aujourd'hui, les guépards en milieu naturel sont vraiment en voie de raréfaction. Ce sont des animaux fascinants, absolument magnifiques. On connaît leur capacité de chasseurs et surtout de coureurs tout à fait hors normes. Ils ont même des crises cardiaques, il paraît, quand ils courent trop vite. Ah oui, mais ils peuvent courir jusqu'à 110 km/h. Absolument exceptionnel. Alors, dans la vie des guépards, vous avez maman guépard qui s'occupe de ses petits parce que le papa, à part faire un acte de reproduction, après, lui, il s'en lave les mains. Il s'en va, il ne s'occupe de rien. Voilà, c'est un papa un peu à l'ancienne. Et maman guépard, elle doit généralement assumer une portée de 3-4 petits, chasser, nourrir ses petits. Donc, en milieu naturel, il y a une mortalité très élevée. En parc zoologique, les guépards sont des animaux extrêmement compliqués à reproduire. Et il y a un lieu en France qui se situe en Ardèche, le safari de Peaugres, qui a acquis une véritable expérience en matière de reproduction des guépards. Reproduction naturelle, sans intervention excessive de l'homme, simplement en faisant en sorte de mettre en relation les bons individus, car c'est madame qui choisit le guépard qui lui convient. Donc on et lui madame est plusieurs, très difficile. plusieurs Voilà. Et au safari partenaires. de Peaugres, cette année, il y a un bébé guépard qui est né seul, sans petit frère ou petite sœur. Alors ça peut paraître anodin, mais ça a des vraies conséquences parce que dans ce cas-là, la maman n'a pas assez de lait pour l'élever. L'équipe a mis en place une technique totalement inédite pour sauver ce guépard. Vous allez découvrir ça tout de suite. On a eu cette année en fait une première portée de guépards avec donc 3 petits et ça s'est très bien passé. Et puis on a eu une deuxième portée. Un mois après, la maman guépard a eu un seul petit, c'est ce qu'on appelle une portée unique. Lorsque les petits sont issus d'une portée unique, donc ils sont seuls, on sait que la mère n'arrivera pas à les élever en fait jusqu'à leur sevrage parce que le petit ne va pas suffisamment stimuler la lactation et il n'y aura pas une production de lait suffisante. Si on n'était pas du tout intervenu, clairement Zoé serait morte, elle n'aurait pas pu survivre. Après, on avait donc 2 solutions. Soit élever à la main avec tous les problèmes qu'on connaît derrière lorsqu'on élève ces animaux à la main. Soit la deuxième possibilité, c'était de faire adopter Zoé par la mère qui avait eu des petits un mois plus tôt, et puis de faire en sorte qu'elle soit intégrée à cette portée. Chez le guépard, les adultes ne se côtoient jamais, sauf au moment de l'accouplement. Donc une femelle n'est jamais habituée à allaiter les petits d'une autre femelle, ça n'arrive jamais. On est parti du principe que les guépards ne savent pas compter et que donc il n'y aurait pas de souci à la rajouter. On a en fait mélangé les odeurs, puisqu'en fait ils se servent beaucoup de leur odorat. Et donc on a mouillé Zoé avec l'urine des autres petits, de façon à ce que les odeurs soient complètement mélangées. Avant de remettre la mère. Nous, on était derrière l'écran de la caméra. En fait, elle est rentrée, elle a eu un petit moment d'arrêt devant la boîte et en fait, elle s'est mise à les renifler. Elle a un peu plus reniflé Zoé quand même. Et puis d'un seul coup, voyant qu'elle était mouillée, premier réflexe de maman, elle s'est mise à la lécher en fait immédiatement. Et après, elle s'est allongée et elle a commencé à allaiter comme elle le faisait pour les siens. Zoé, elle a quand même été remarquablement costaud aussi parce qu'il y avait quand même une différence de poids déjà à ce moment-là. Donc elle a rampé et on voit bien sur les images qu'en fait elle pousse des coudes pour se faire une petite place entre les 2 autres qui sont beaucoup plus gros et elle aussi arrivait à avoir une mamelle. Cet essai d'adoption, en fait, c'est vraiment une première, ça n'avait jamais été tenté. Donc maintenant, on peut considérer que c'est une réussite et on espère que du coup, ça pourra servir dans d'autres cas de figure et que ce soit une alternative à l'élevage à la main.
Je vous avais dit que vous écraseriez votre petite lame ce matin. Oui, c'est ça, c'est mignon. Mais j'aime bien, moi, commencer la journée comme ça. Ah Ça bah me oui, bien met sûr. du baume au cœur. Et puis c'est surtout une bonne nouvelle pour les scientifiques qui s'occupent de ces animaux parce que ça démontre qu'il est possible de sauver des bébés guépards parce que cette situation est relativement fréquente sans les habituer à la main de l'homme. Alors Zoé maintenant elle a 5 mois. Là vous l'avez vu avec ses petits frères d'adoption. Elle était toute petite, elle avait 1 mois d'écart mais à cet âge-là, elle n'avait que Mais quelques elle se jours. battait pour aller chercher le lait, Elle a jouer joué des des coudes. coudes un peu pour arriver jusqu'à la mamelle. Donc là, elle a 5 mois, elle va parfaitement bien. Et très honnêtement, maintenant, c'est assez difficile de la reconnaître de ses frères et sœurs parce qu'elle a atteint quasiment la même taille qu'eux. Et tout va bien. Donc, belle initiative au safari de Pogre dans l'Ardèche, un endroit à visiter, que je vous conseille. Merci Natacha. Maintenant, alors je sais, vous allez me dire, l'actualité sportive commence toujours par le football. Je ne sais pas pourquoi cette priorité au foot. Eh ben non, justement, on va pas faire comme les autres. Mais en fait, c'est pas juste parce qu'on est obnubilé par le foot, c'est aussi parce que souvent le soir, il y a du foot. Oui. Il y a Donc, rarement du coup, il y a des résultats. du cyclisme, voilà. Mais là, on va lui parler du cyclisme en piste. Hein. Oui. Avec une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Alors vous le savez, ça a commencé depuis 2 jours, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui sont à suivre sur le site internet de France TV Sport. Donc ça a commencé il y a 2 jours et déjà 2 médailles d'or pour l'équipe de France. La dernière est dans la catégorie poursuite par équipe. Ça se passe à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines. Donc regardez, ce sont les vainqueurs. Thomas Denis, 19 ans, Corentin Hermenot, 20 ans, Florian Maître, aussi 20 ans, Benjamin Thomas, 21 ans et Sylvain Chavanel, 37 ans. L'équipe de France était opposée à l'Italie en finale. Elle s'est imposée dans le temps de 3 minutes 57 secondes, 594 centièmes sur les 4 kilomètres. L'Italie arrive 2e, la Grande-Bretagne 3e. Et cette victoire intervient au lendemain de la médaille d'or de Quentin Lafargue sur le kilomètre. Les championnats d'Europe auront lieu jusqu'à dimanche avec d'autres chances de médailles, évidemment. Voilà, bravo à eux. On le voit porter le vélo, c'est parce que le vélo est très léger. Ah, attention, rugby. Oui, on avait également du rugby hier soir avec un match de challenge européen, la petite Coupe d'Europe et un duel 100% français entre La Rochelle-Hongrie et Bayonne. Les Rochelais ont donné une sacrée leçon de rugby aux Basques, sacrilège. 8 essais inscrits par les Rochelais, victoire 51-24. On va râler du côté du Pays Basque. Là, ils aiment pas se prendre les roustes. Et on va quand même vous parler de football parce qu'il y avait 2 résultats et surtout une nouvelle assez surprenante en ce qui concerne l'OM. Mais on commence d'abord par les gagnants. Ce qui s'est passé sur les terrains. Donc, on vient de parler du challenge européen, c'est la petite Coupe d'Europe en rugby. Maintenant, on va parler de la petite Coupe d'Europe, mais en football. Donc, la Ligue Europa. Et vous l'avez dit, avec 2 clubs français qui jouaient hier et 2 victoires pour Nice et Saint-Etienne. On commence par la victoire de Saint-Etienne. Première victoire pour les Verts en Ligue Europa cette saison. 1-0 face au FC Kabbalah, club d'Azerbaïdjan. Beaucoup de frustration du côté des Verts de Saint-Etienne. 25 tirs, 0 but. Ah si, à la fin. Mais Saint-Etienne peut remercier son adversaire car c'est bien un défenseur de Kabbalah qui marque contre son camp. Et oui, petite victoire, mais victoire quand même de Saint-Etienne. 1-0. Même score pour l'OGC Nice en blanc sur la pelouse de Salzbourg en Autriche. Seule différence, les Niçois se sont eux-mêmes chargés de punir les Autrichiens. Avec ce but d'Alassane Plea, le leader de Ligue 1 est rassuré. Grâce à cette victoire 1-0, il peut toujours espérer accéder au 16e de finale. 2 internationaux français ont brillé, vous les reconnaissez? C'est Pogba et puis... Et Anthony Martial. Et oui, ils ont fait sensation hier soir en Angleterre sous le maillot de Manchester United. Oui, c'était Anthony Martial avec un but sur penalty face à Fenerbahçe, club turc. Et le deuxième but est de Paul Pogba, auteur d'un doublé. Ici, on voit son deuxième but de l'intérieur du pied, s'il vous plaît. C'est magnifique. Manchester United s'impose 4 buts à 1 et ça mérite bien la petite Pogbens. Dernière info de football, voici le nouvel entraîneur de l'OM, Rudy Garcia. Et oui, qui dit nouveau propriétaire, dit nouvel entraîneur. C'est un très gros coup. Il sera présenté tout à l'heure à 13h. Franck McCourt, le nouveau propriétaire de l'OM, envoie un signal fort parce que Rudy Garcia est l'un des meilleurs techniciens français. Et en 2008, je vous rappelle qu'il a décroché le doublé Coupe Championnat avec Lille. En 2013, il est parti à la tête de l'AS Rome. Il a fini 2 fois 2e du championnat italien. Voilà, et on verra donc ce que ça donne
dès dimanche, parce que dimanche, ce sera Contre le PSG. voilà, le Classico. Donc on attend les Italiens de pied ferme. Et puis on va terminer par des hommes en slip, parce que vous aimez bien ça. Hein? Alors, je voulais faire ça pour vous, parce qu'il y a aussi des femmes en maillot de bain. Ah d'accord, c'est les deux. Le concours Oui, de plongeon, il y a les c'est deux. parti. Ça va nous faire plaisir à tous les deux, donc on part en direction du Japon, au sud d'Osaka, Shirahama. La compétition s'appelle le Red Bull Cliff Diving. Gary Hunn, cet homme, a terminé 3e et a décroché un 6e titre mondial. Les meilleurs plongeurs de la planète se sont affrontés, 28 mètres de hauteur, c'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. L'entrée dans l'eau se fait à plus de 85 Autant dire qu'il ne faut km/h. pas se louper, parce que là le plat... Attention, il faut bien entrer On est au Japon, hein. les pieds en premier parce que sinon on peut se faire très mal pour des questions de sécurité, mais aussi parce qu'on peut perdre son slip. Hein. Si vous rentrez la tête la première. Ouais. Donc, vous, non seulement c'est fracture du crâne, mais en plus c'est ridicule. Donc vous avez tout gagné. Merci Émilie, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités sportives. C'est la FIAC. Combien d'éditions? 43e. 43e édition de la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, qui nous réserve toujours son lot de surprises. Parce qu'il y a tout, il y a les grands classiques, il y a des gens qui sont très connus, et puis il y a les petits nouveaux. Et les petits nouveaux, parfois, ils sont assez surprenants. Alors donc vous nous avez dégoté le meilleur, et puis surtout tous les lieux où on va pouvoir se rendre. Mais oui, c'est ça, parce que la FIAC, effectivement, depuis quelques années, a lieu sous la grande nef du Grand Palais à Paris. Sauf qu'il y a aussi la FIAC, ce qu'on appelle hors les murs, hors Grand Palais. Et c'est là qu'on peut voir dans le jardin des Tuileries, par exemple, place Vendôme ou dans d'autres lieux, de l'art aussi, et surtout de l'art en très très grand format, peut-être qui ne rentre pas forcément dans les stands du Grand Palais. Donc cette année, ils se sont étendus aussi jusqu'au Petit Palais, juste en face. Ils ont fermé l'accès, c'est piéton, on peut passer de l'un à l'autre, et ça c'est une nouveauté, parce que vous imaginez bien qu'en 43 ans, il faut quand même se renouveler. Alors souvent on dit, oui mais c'est embêtant, la FIAC, l'entrée, ça coûte très cher, et puis c'est fait pour les galeristes, parce que c'est une foire d'art où les galeristes viennent pour vendre leur tableau. Donc c'est vrai qu'il y a un côté business, mais c'est aussi marché, un musée à ciel ouvert, parce que c'est ce qu'on voit, la création contemporaine ou même moderne, parce qu'il y a les contemporains, mais il y a aussi les artistes du XXe siècle, avant-guerre. On retrouve du Picasso, du Calder, par exemple, à la FIAC, et j'en passe, du Yves Klein. Enfin, vous retrouvez tous les artistes modernes très connus, et bien sûr les contemporains. Donc oui, on dit c'est trop cher, ça concerne pas. Eh bien non, justement, parce que la FIAC, ils veulent vraiment montrer ce qui se passe dans l'art. Et n'oublions pas que ce qui se passe sur les murs, dans les jardins, tout ça, c'est gratuit. On en reparle tout à l'heure, regardez. L'idée de la FIAC, c'est de s'imposer à Paris et en France, mais dans le monde, comme l'une des plus grandes manifestations dédiées à l'art. Cette idée festive qui accompagne la FIAC où tout Paris semble se mettre au rythme de l'art contemporain est quelque chose de très positif. Les artistes ne travaillent pas uniquement pour un milieu de connaisseurs. La démocratisation de l'accès des conditions à la culture est un de nos sujets principaux. La FIAC 2016 inscrit vraiment une nouvelle géographie. Nous occupons avec une exposition d'une quarantaine d'œuvres les espaces du Petit Palais. Aussi, le symbolique est très fort de reprendre l'espace public, de le reprendre et de le reprendre pour l'art, puisque nous avons sur la voie Winston Churchill des artistes importants qui sont exposés à même le sol, avec les techniques du marquage routier, donc une grande pièce d'un artiste conceptuel américain, Lawrence Weiner, et une pièce d'un artiste français, Jacques Villeglay. Les deux bâtiments du Grand Palais et du Petit Palais ont été construits au même moment pour l'exposition universelle et présentaient des œuvres d'art de toutes les époques. Le Petit Palais présentait d'ailleurs à l'origine de l'art moderne et contemporain. C'est l'occasion de faire revivre pendant une semaine cette ancienne tradition.
On a fait une sélection parmi tous les dossiers qui nous avaient été adressés via la FIAC pour trouver des œuvres qui, pour certaines, entraient en regard avec nos collections. C'est le cas du piano de Lavier, c'est le cas de la sculpture de Damien Hirst. Alors il y a des rencontres entre l'art ancien et l'art contemporain. L'art ancien a été moderne aussi, évidemment, en son temps. Il y a des rencontres un peu inattendues, des choses qui fonctionnent, d'autres moins. C'est l'occasion, juste pour quelques jours, de présenter des différents regards, différentes sensibilités d'artistes dans un même lieu. Très beau tableau de Courbet en fond avec une sculpture de Bertrand Lavier, le piano du français Bertrand Lavier. Information très importante, pour, comme elle l'a dit, au Petit Palais. Petit Palais, c'est gratuit, ne l'oublions pas. Donc vous avez accès au Petit Palais pour voir effectivement les œuvres de la FIAC, mais aussi la collection permanente. Mais il n'y a pas que le Petit Palais qui a l'accès gratuit pendant la FIAC. Il y a le musée du Louvre, il y a le musée de la Croix, il y a beaucoup de musées. Évidemment, ce hors les murs, donc ce qui se passe en dehors du Grand Palais, parce que finalement la FIAC, ça prend tout Paris. C'est un événement parisien pendant une semaine. Toutes les expos ouvrent en même temps. Toutes les expos dont on vous parle tous les matins, ça ouvre. On court parce que ça ouvre. Les galeries aussi. Et les galeries aussi. Il y a tout en même temps. Et il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses gratuites, on le rappelle. Et puis à l'occasion aussi de la FIAC, il y a la galerie Daniel Templon qui a sorti un livre pour ses 50 ans. C'est une des galeries parisiennes les plus connues. La galerie Templon à Paris. Voilà, elle a sorti un très beau livre où vous pourrez voir l'historique de beaucoup d'artistes qu'on connaît, d'Andy Warhol à Gérard Garouste. Merci beaucoup, évidemment. Matière. Mais nous, tout de suite, nous allons en direct avec notre envoyé spécial de Londres, Mathieu Boisseau. Alors Mathieu, à Londres, en ce moment, il se passe quelque chose de très important. C'est la célébration de la bataille d'Hastings. Alors il y a 950 ans, c'est une bataille que nous avons gagnée. On se dit comment est-ce que les Anglais peuvent célébrer une bataille que nous avons gagnée? C'est très simple, ils le font de façon british. C'est cela. Absolument imaginez un seul instant que nous, Français, célébrions une défaite. Waterloo, Trafalgar ou Alésia, ça semble peu probable, c'est vrai. Et pourtant, c'est ce que font les Anglais tous les ans. Ils commémorent la bataille d'Hastings, du nom d'une ville au sud-est de l'Angleterre. C'était il y a 950 ans, donc en l'an 1066. Ce jour-là, les Anglais ont pris une raclée monumentale contre les Normands venus de France. Et bien pourtant, le week-end dernier encore, des passionnés d'histoire venus de toute l'Angleterre se sont rassemblés pour rejouer la bataille. C'est très fair-play, c'est très anglais aussi d'une certaine manière. Et c'est un sujet que nous racontent Anto Filippi et Camille Soligo. Nous sommes le 14 octobre 1066. À la charge, l'armée française de Guillaume le Conquérant. En face, les Anglais menés par le roi Harold. Un millier de passionnés se sont réunis près de la ville d'Hastings pour rejouer cette bataille. Une reconstitution très importante pour les Anglais. C'est une façon de dire à la nouvelle génération, voilà d'où vous venez, voilà ce qui s'est passé et comment nous sommes devenus une société multiculturelle. Il faut se rappeler notre passé, car sinon, nous sommes condamnés à refaire les mêmes erreurs. Avec plus d'hommes et des cavaliers bien entraînés, l'armée venue de France écrase ses adversaires. Le roi Harold est tué et la victoire remportée par le duc de Normandie, rebaptisé Guillaume le Conquérant. C'était intense, et je peux vous dire que je mourrais sans problème encore pour le duc Guillaume. La bataille était dure, mais c'était une belle bataille. Malgré les costumes médiévaux, les épées et l'histoire, l'actualité et le Brexit s'invitent sur le champ de bataille. C'est quand même mieux de voter quand on a des désaccords, plutôt que de se faire la guerre. Comme moyen de savoir dans quelle direction le pays doit aller, je préfère un référendum à une bataille. À l'issue de la bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre. Et pendant 4 siècles, sa dynastie va laisser son empreinte. Les rois anglais et l'élite parleront le français pendant des siècles. La devise royale « Dieu est mon droit » se trouve toujours sur les passeports anglais. Et même la reine Élisabeth II le parle couramment. Où qu'ils soient, lorsqu'ils se rencontrent, nos compatriotes retrouvent toujours ce mélange unique d'amitié, de rivalité dans la bonne humeur. La bataille d'Hastings reste dans l'histoire comme la dernière invasion du pays. Depuis, l'île britannique est restée imprenable.
Alors dites-moi Mathieu, quand on voit cette ferveur autour de la reconstitution, ils y mettent vraiment du leur, on se dit que cette bataille a eu une importance considérable pour l'histoire britannique. Enfin l'histoire de l'Angleterre. Ah oui, c'est un tournant... Oui, c'est un tournant majeur qui d'ailleurs a pris encore un peu plus de relief avec le vote du Brexit, car c'est après la bataille d'Hastings en l'an 1066 donc que l'Angleterre s'est pour la première fois tournée vers l'Europe continentale. Jusque-là, elle était plutôt influencée par les pays nordiques. Eh bien, c'est avec l'accession au pouvoir de Guillaume le Conquérant que des liens se sont tissés entre l'Angleterre et l'Europe du Sud, et entre l'Angleterre et la France même. Eh bien, c'est avec, effectivement, au-delà de ces liens politiques, puisque c'est un nouveau chapitre dans cette histoire entre les liens entre l'Angleterre et l'Europe du Sud qu'on a connu avec le Brexit. Il y a aussi donc, des liens politiques et des liens du sang, puisque, tenez-vous bien, la reine Elisabeth II est la petite-fille à la 31e génération de Guillaume le Conquérant. Autrement dit, le prince William est lui aussi un héritier du roi normand. Impossible de vous dire s'il y a une ressemblance physique, mais il y a au moins un point commun qui n'échappera pas à nos fidèles téléspectateurs de Télématin. C'est le prénom, puisque Guillaume en anglais, c'est William. Ah oui, bien sûr, surtout ce matin. Merci beaucoup Mathieu. Oui, alors pourquoi Patrice? Parce que Patrice a dit, bon, allez, ça suffit, maintenant, ce matin, pour la première fois, je vais dire la vérité. Oui, tous les matins, j'épluche la presse et je me dis, tiens, ce serait pas mal aujourd'hui de trouver 2 ou 3 vérités qu'on a tendance à oublier ou à cacher. Mais la vérité, c'est compliqué, la vérité. Tenez par exemple la question de la délinquance. Ouais. Vous avez dans Le Monde une double page, pourquoi les enfants de l'immigration vont en prison. Le papier commence comme ça. C'est un sujet tabou. Alors on se dit que ça va pas être simple, la vérité, dans ce contexte. Et un peu plus loin, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, on lit que la proportion de musulmans dans la population carcérale atteint entre 40 et 60%. Ça, c'est ce que dit un sociologue qui vient de publier un bouquin de 600 pages sur les prisons avec témoignages de surveillants et de détenus. Et là, tout de suite, c'est la prise de bec. 40 à 60%. Ces chiffres ne reposent sur aucun fondement, rétorque une démographe. Alors du coup, le sociologue s'énerve et il dit c'est une schizophrénie française. On vous interdit de faire des statistiques, mais quand vous avancez prudemment une approximation entourée de tous les conditionnels, eh bien on vous affirme que vous avez tort. Donc, vous le voyez, Thomas, la vérité, dans ces conditions, elle est compliquée à débusquer. Alors la vérité, elle est peut-être dans les 2 seuls chiffres officiels qui existent et qu'on trouve dans le monde. 1, la proportion de détenus de nationalité étrangère dépasse 18% alors qu'il y a 6,4% d'étrangers sur le territoire national. Petit 2, cette année, plus de 27% de la population carcérale a demandé un plateau repas spécial pendant le Ramadan. Voilà le chiffre, vous les avez, à vous de construire votre vérité avec ça. Alors l'enquête du Monde est intéressante car elle montre la complexité du débat et de l'interprétation des choses aussi. On nous explique par exemple que la délinquance des pauvres mène en prison et que celle des riches se conclut souvent par des transactions ou des amendes. On peut y lire aussi que la politique pénale serait discriminante. La volonté d'accélérer les choses pour les petits délits qui ne demandent pas d'investigation longue se traduit par un durcissement de la justice, écrit Jean-Baptiste Jacquin, l'auteur du papier. Oui, ça, c'est la vérité. Enfin, on se dit aussi, en lisant l'Humanité, qu'on tient peut-être là une vérité. C'est Maurice Ulrich qui parle du prétendu laxisme de la magistrature. Donc on se dit, ah, enfin, consensus, on tient peut-être une vérité, mais c'est une toute autre histoire que nous racontent les policiers. Il faut lire ce matin ce que les policiers reprochent à la justice. C'est d'ailleurs le titre du papier du Figaro. La sévérité de la justice, vous rigolez. Il donne des exemples, pléthore d'exemples. Ouais. Récemment, le caillassage d'un bus pendant 10 jours au même endroit par 5 mineurs n'a donné lieu qu'à un simple rappel à la loi. Il ne faut pas caillasser le bus. Un individu interpellé avec du cannabis, il avait été jugé pour une 50aine d'affaires. Déjà, escroquerie, recel, stupéfiant, vol, dégradation. Lui, il a pris 8 mois avec sursis. Autre exemple, un jeune homme pris avec un cocktail Molotov qu'il s'apprêtait à lancer sur des policiers. Aucune poursuite. À Marseille, sachez-le, vous pouvez vous balader avec un couteau de boucher. Le port d'armes blanches, d'après les policiers, n'est jamais poursuivi. Les actes d'outrage, de rébellion, de violence, ça se termine le plus souvent par un travail d'intérêt général. Quant aux cambrioleurs, les policiers disent que ce sont toujours les mêmes qu'ils arrêtent et qu'ils ne sont rarement écroués. Alors pour beaucoup, le concept de non-droit là est dépassé. On est plutôt dans la zone de non-loi. Justice. Alors, non-loi. Ah, non-loi. Une zone qui s'étend d'ailleurs
jusqu'à l'intérieur de nos prisons pétaudières. Lisez à ce propos le papier du Point. Vous rirez jaune en découvrant les astuces des taulards pour faire entrer la marchandise dans la maison. Alors vous avez le savon connecté. C'est un savon avec un portable dedans. Vous avez la tongue d'Ali Baba. Elle est à semelle creuse. Oui, à semelle creuse. On a creusé la semelle et vous y mettez dedans ce que vous voulez. Il y a la canette qui fait shit. À pas confondre avec la canette qui fait pchit. Et puis, le livre avec un vrai contenu, nous dit le Point, avec humour, il y a un gros trou à la place des pages et on y met là encore ce qu'on veut. Alors là-dessus, vous tombez ensuite sur la une de La Croix qui titre « La prison est une solution de facilité » et vous êtes à 2 doigts du nervous breakdown. La vérité, vous y renoncez, la vérité, c'est trop compliqué. D'ailleurs, pour finir, est-ce que vous connaissez l'anagramme de la vérité? Alors, vous écrirez sur un bout de papier la vérité, et puis vous changerez l'ordre des lettres, et vous allez trouver quoi? Relative. Relative. Merci Patrice. Tout est relatif, sauf relatif qui est absolu. Maintenant, on va parler environnement avec Isabelle Bouloc et permaculture. Alors, vous avez entendu parler d'agriculture biologique. C'est très important. Mais la permaculture, c'est quoi est-ce? Eh bien, la permaculture, c'est tout simplement de recréer un tout petit écosystème à l'intérieur d'une ferme. Et pour ça, il y a des champions. Ils sont en Normandie et Isabelle Bouloc est allée les voir. C'est au cœur d'une vallée normande près de Bernay qu'en 2004, Charles et Perrine Hervé-Gruyer changent de vie. Un virage à 180 degrés. Lui marin, elle juriste, ils décident de devenir paysans en créant la ferme du Bec et Loin. On rêvait de vivre dans une intimité absolue avec la nature. Et on cherchait comment faire, on a commencé à jardiner, créer cette ferme au début pour nous. Et puis un jour, on a franchi le pas de devenir agriculteur professionnel. Évidemment, on était en bio. Ça nous semblait inconcevable d'utiliser des pesticides ou des poisons, des produits toxiques. Et en 2008, on a rencontré la permaculture, qui n'est pas une technique agricole, c'est plutôt prendre la nature comme modèle et de chercher à créer des installations humaines qui fonctionnent autant que possible comme des écosystèmes naturels. Dans la nature, tout est relié, tout interagit, il n'y a pas de déchets. Les déchets de l'un vont devenir le nutriment d'un autre. Et du coup, la nature arrive à partir de très très peu de choses à produire une extraordinaire abondance. Et de manière durable et sans générer aucune pollution. On avait un désir très fort qui était de pratiquer notre métier avec un minimum de pétrole, voire pas de pétrole du tout. Donc on cherche constamment des solutions qui vont nous permettre de valoriser un travail réalisé entièrement de manière manuelle. Parce que la main humaine peut faire tout un tas de choses qu'un tracteur ou un motoculteur ne peuvent pas faire. Et notamment prendre un soin extrême du sol, densifier les cultures, associer les cultures. Et on a mené un programme de recherche qui montrait qu'on produisait autant de légumes par heure travaillée que nos confrères avec un tracteur. À la main, évidemment, on ne va pas travailler des grandes surfaces. On va travailler des toutes petites surfaces qui vont être extrêmement soignées. On fait des buttes de terre qui sont permanentes, c'est-à-dire qu'on ne va jamais les piétiner, on ne va jamais les démolir. Et c'est une technique qui est extrêmement ancienne, qui est testée depuis des milliers d'années dans différents endroits du monde et qui est d'une productivité incroyable parce que du coup le sol n'est plus perturbé. Les micro-organismes, les vers, les racines trouvent un milieu où ils peuvent vraiment se développer sans être agressés par des engins mécaniques. Toute la surface est couverte de légumes et on peut cultiver 2, 3, voire 4 légumes simultanément. Par exemple, quand on cultive des tomates, on cultive au pied des tomates des navets, des radis, des salades, etc. Ça nous paraîtrait impensable de pratiquer notre métier d'agriculteur en dégradant la planète. Par contre, constater que le sol devient plus riche, que les arbres s'épanouissent, que ce milieu s'enrichit, ça donne un sens profond à notre engagement d'agriculteur. Et ça, c'est extraordinairement satisfaisant. On sait que quand on partira, on laissera un petit bout de planète en meilleur état que quand on l'a trouvé. La permaculture commence à susciter un véritable engouement. Ici, dans cette ferme, 1000 stagiaires se sont formés cette année et la liste d'attente est longue pour devenir des paysans d'une agriculture en totale harmonie avec la nature.
Bonjour à tous, bonjour en effet, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Jusqu'où doit aller la colère des policiers? Doivent-ils continuer à manifester? François Hollande va les recevoir lundi. Doivent-ils continuer à manifester pour obtenir quoi, selon vous? Vous savez, j'ai été soutenir les policiers à Évry dans mon département. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui font ça en désespoir de cause. Ils ne le font pas pour revendiquer, pour eux. Ils en ont assez d'être des cibles, d'être agressés, d'être tabassés, d'être menacés et de n'être jamais, mais je dis jamais, défendus par la justice de notre pays. Mais le problème est judiciaire aujourd'hui. Ils judiciaire. doivent continuer à manifester, c'est la question que je vous posais. Ils manifestent parce que le pouvoir politique, et ce n'est pas simplement ce gouvernement, ça fait 20 ans que ça dure, ne veut pas voter les lois qui sont votées dans tous les pays du monde. Et ces lois, elles sont très simples. Quand on agresse un policier, on doit être sanctionné très sévèrement. Vous allez à Londres, vous allez à New York, vous allez en Allemagne, un policier peut se promener seul, il n'est pas agressé. Pourquoi? Parce que dans ces pays, il y a les places de prison qu'il faut, il y a les sanctions qu'il faut. Les françaises n'ont jamais connu autant de détenus, 66 000 aujourd'hui. Oui, mais en Grande-Bretagne, il y a 90 000 places. Il manque 40 000 places de prison, et on le sait, et je le dis depuis des années, et pas simplement aujourd'hui. Qui a réduit les effectifs de policiers? C'est le gouvernement d'ailleurs précédent. Qui a par exemple supprimé l'expulsion des délinquants étrangers? Nous sommes l'un des seuls pays au monde... Vous dites que le gouvernement actuel ne fait pas pire que les précédents, il a fait pire avec la loi Taubira, qui, jusqu'à 5 ans de prison, prévoit des peines alternatives. Moi, je connais bien la banlieue, j'en suis élu. Je vois des délinquants qui me disent en face, monsieur, ils me disent, de toute façon, on peut tout faire, on ne risque rien. Et c'est pourquoi je propose une autre politique. C'est fondamental. Mais ça veut dire un autre budget, ça veut dire recruter, changer les lois pénales, punir sévèrement. Alors l'autre politique, vous n'êtes pas le seul à la proposer. Vous avez entendu les accusations de Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 1 socialiste, qui voit, je le cite, la patte du Front National derrière ces manifestations. Marine Le Pen, en s'adressant directement via un message hier sur les réseaux sociaux aux policiers, ne lui donne-t-elle pas un petit peu raison? Monsieur Cambadélis, qui a été condamné 2 fois, c'est pas l'objet de la Il question. a été condamné 2 fois. Alors, si les partis politiques faisaient un peu le ménage dans notre pays... D'autres personnalités ont été condamnées, mais répondez-moi sur ce point. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manipulation politique pour les policiers derrière cette colère? J'ai vu une femme policier qui m'a dit « Monsieur le député, je suis là parce que je ne veux pas laisser mes enfants orphelins. » C'est une insulte. Vous savez, les policiers, il y en a de tous les horizons politiques. Et ceux que j'ai vus, ils n'en peuvent plus d'être des cibles. Et la nation, les Français doivent être aux côtés de leurs policiers, de leurs gendarmes, des pompiers, pareil, qui se font agresser, des enseignants. Quand l'État, le pouvoir politique, ne défend plus ses serviteurs, les serviteurs de l'État, c'est l'instituteur, c'est le policier, c'est le pompier, eh bien, tout part à volo. Et c'est ça l'enjeu, c'est de redresser le tir très vite. Mais pour ça, il faudrait... Il n'y a pas de récupération politique d'aucun parti, selon vous, dans cette affaire. Heureusement que chacun peut s'exprimer, mais les policiers, ils attendent des actes, des condamnations des délinquants. Et c'est pourquoi il faut revoir la loi Taubira, il faut l'abroger. La loi sur le laxisme judiciaire. Et puis il faut donner des moyens qui n'ont jamais été donnés à notre police. Alors on va parler et à notre justice. On va parler d'un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est l'Europe. Un sommet européen a lieu en ce moment et l'un des sujets qui est évoqué, c'est le futur accord de libre-échange avec le Canada, le CETA. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une région actuellement, la Wallonie, avec ses un peu plus de 3 millions d'habitants, qui bloque cet accord voulu par 27 pays. Et vous, vous êtes d'accord avec cette démarche? Expliquez-nous pourquoi. Voulu par 27 pays, mais non. Voulu par 27 gouvernements. Et vous savez qu'en France... Les gouvernements sont quand même l'émanation en démocratie de ce que veulent les habitants. Attendez, ce traité devrait être ratifié, c'est-à-dire voté par les parlements. Négocié depuis 7 ans. Oui, mais il devrait être voté par le Parlement français. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que le gouvernement français a accepté que ce traité soit appliqué par anticipation avant le vote du Parlement français. Pourquoi c'est un mauvais traité, selon vous? Mais d'abord, je veux dire que nous ne sommes plus en démocratie. Un traité de libre-échange qui va créer du chômage de plus, qui va ruiner nos agriculteurs. C'est pas un procès d'intention, c'est peut-être aussi pour protéger les intérêts français dans certains cas. C'est curieux, il devrait être voté par le Parlement. Et pourquoi le gouvernement français signe le traité avant que les parlementaires français le votent? Et je peux vous dire qu'il y a une opposition très forte au Parlement français, à l'Assemblée nationale, je suis député, contre ce traité qui va créer du chômage en France. 27 gouvernements ont tort. Vous pensez? Le peuple français a le droit de choisir. Et s'il y a tant d'opposition contre le TAFTA, vous savez, ce traité avec les États-Unis, avec le Canada, c'est parce que c'est du chômage en plus. On n'a pas assez de chômeurs en France? On n'a pas un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours? On sait d'avance que ces traités, selon vous, donneront plus de chômage avant même qu'ils ne soient appliqués. Puisqu'ils vont faire rentrer sur notre territoire des produits
avec une concurrence déloyale. Le bœuf aux hormones, le poulet à l'eau de Javel, c'est la destruction définitive de notre agriculture. Moi, je ne veux pas de ça pour mon pays. Et vous savez, c'est sur tous les bancs de l'Assemblée, de gauche ou de droite, une opposition très forte. Et le président de la République court-circuite le Parlement. Monsieur Dupont-Aignan, l'Union européenne a encore durci le ton face à Vladimir Poutine. Angela Merkel a qualifié d'inhumains les bombardements qui sont actuellement menés sur Alep par l'armée syrienne avec l'appui de la Russie. Est-ce que vous partagez cet avis? Il y a un vrai problème humanitaire. Il faut une trêve à Alep. Mais en revanche, il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est pas M. Assad qui a tué 250 Français sur les trottoirs de Paris et de Nice. C'est pas M. Assad et c'est pas la Russie. Donc si ce n'est pas notre ennemi, ceux qui ont tué des Français sur notre sol, ceux qui ont tué des Français sur notre sol, c'est l'État islamique. Et je préférerais voir la France combattre davantage l'État islamique avec l'aide de la Russie. Avec l'aide d'Assad, parce que j'en ai assez de cette hypocrisie. On ne combat pas ceux qui ont tué des Français sur notre sol. Donc vous trouvez qu'on est trop sévère aujourd'hui avec Vladimir Poutine, qu'il faudrait se rapprocher de la Russie? Mais bien évidemment, parce que la Russie a protégé les chrétiens d'Orient, la Russie lutte contre l'État islamique, et nous combattons la Russie. Avouez qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors le 27 novembre... Et je ne suis pas le seul à le dire, François Non, Fillon vous n'êtes pas le seul. Et c'est Jean-Pierre Chevènement. Comment vous expliquez cette fascination, entre guillemets, qu'exerce Vladimir Poutine sur des personnalités aussi différentes que vous-même, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen? C'est la défense de l'intérêt de la France, et nous avons un pouvoir notre politique. Notre intérêt serait mieux assuré par Vladimir Poutine que notre alliance avec les États-Unis, par exemple? Poutine, ni des États-Unis. Je veux une France libre, je suis gaulliste, et je veux une politique française libre. Et je regrette que M. Hollande soit à la solde des Américains. À la solde des Américains, oui. dites-vous. Le 27 novembre, il y aura un candidat de la droite et du centre. Pour vous, c'est la même chose si c'est Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, très franchement? Oui, parce qu'ils ont gouverné ensemble. La primaire est une escroquerie politique. Je dis aux Français que ces gens-là ont gouverné pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Ils nous ressortent les mêmes programmes. Il n'y a aucune vision. Je veux un programme différent, et c'est pourquoi je suis candidat à la présidentielle. J'ai quitté l'UMP parce que c'était un échec, et je veux que les Français arrêtent de voter pour des gens qui les font souffrir et qui ont échoué. Il y a un moment, nous sommes la seule démocratie, Monsieur Wittenberg, la seule démocratie où ceux qui ont échoué, qui ont été battus, se représentent. Alors vous gouvernerez avec qui? Si vous n'êtes pas élu président de la République, ça peut arriver, vous gouvernerez avec qui? Plutôt avec la droite, plutôt avec le Front National qui vous tend des perches? Les Français, répondez-moi à cette question. Je veux offrir un choix entre ceux qui ont échoué et le Front National qui n'est pas ma tasse de thé. Je crois qu'il y a une voie patriotique, sérieuse, sereine, de rassemblement républicain. Et je demande aux Français, par pitié, de ne pas recommencer, parce que je ne veux pas revivre 2017, 2022, avec ce même climat politique étouffant et inefficace. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Merci. C'est à vous. Thomas, très bonne journée. Merci à tous les deux, très bonne journée également. Dans un instant, on va se retrouver. Ah, j'aime bien. C'est bien parce que Laura ici demande, mais c'est bien ça? Bah oui, c'est bien. Et non seulement c'est bien. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une comédie musicale qui s'intitule Les Trois Mousquetaires. Vous savez, comédie musicale, en ce moment, il y en a plus de 14 à l'affiche. Donc pourquoi celle-là plus qu'une autre? Eh bien, Henri-Jean va nous l'expliquer. Alors c'est à la fois la foire du trône et la cour des miracles sur la scène du Palais des Sports. Alors les Trois Mousquetaires, débarrassons-nous, on oublie vite le texte d'Alexandre Dumas qui n'a plus rien à voir avec cette histoire, qui sert de vague trame au fond. Ce qu'il y a de fantastique qui a été fait, c'est quand on lit le bouquin d'Alexandre Dumas, les mousquetaires, ils ont 18 ans. D'Artagnan, il a 17 ans et demi quand il quitte son pays, sur son cheval jaune, et pour la première fois, je veux dire, les Trois Mousquetaires sont faits en comédie musicale, et pour la première fois, les comédiens ont l'âge du rôle, c'est-à-dire qu'ils sont jeunes, bondissants, tressautants, virevoltants, trépidants. Ils sont, on voit des gosses, et des grands gosses, je veux dire, qui ont l'âge des personnages de Dumas. Avant, c'était George Marshall ou Jane Kelly qui jouaient d'Artagnan, ils avaient 40 ans, je veux dire, c'était pas tout à fait la même chose. Tandis que là, alors, vous voulez dire qu'à 40 ans, c'est fou? Alors on voit, non, pas ça. Alors bien sûr, on voit, la mise en scène, elle a piqué plein de choses, c'est de briques et de broc. C'est un peu piqué au Cirque du Soleil.
Soleil, quand D'Artagnan traverse la Seine, c'est piqué à Max Linder, les 3 mousquetaires, quand il fait de la barque sur une toile qui est gonflée. C'est un peu piqué aussi à Marcel Maréchal, quand il caracole sur des... Mais on s'en fiche, je veux dire, c'est pas ça ce qui est beau. C'est de l'ensemble du spectacle se dégage une vitalité, quelque chose de tonique. On va regarder ça. Et vous allez amusez-vous à regarder la tête des 4 mousquetaires, là. Hein. Il y a Olivier Dion, il y a Brahim Zebat, il y a David Ban et Damien Sarme. Regardez leur tête quand ils jouent, quand ils chantent, quand ils ont leur contorsion. Ils sourient comme des camemberts entamés. J'ai l'impression qu'ils vont exploser sur scène. Fou de bonheur, de joie. Et c'est communicatif. C'est pas du tout, contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est pas du tout un spectacle pour gosses. Parce qu'on va pas avoir de temps en sortir. C'est un spectacle pour gens adultes bien. Et alors, on est allé rencontrer évidemment toute la troupe. Il y a eu une autre et guidée par Nicole Coulier, qui est une très belle femme, une des plus belles femmes de Paris, qui est la productrice de ce spectacle, qui a contribué au casting. Et je vais vous jeter mon gant si vous ne terminez pas. Tous pour un, arrêtez. Tous pour un. Allons-y. Cette adaptation est nouvelle parce qu'on n'a jamais fait de comédie musicale sur le thème des 3 mousquetaires. C'est un classique poussiéreux, mais nous avons voulu secouer la poussière et en faire un spectacle branché, moderne, où on danse, on chante. D'Artagnan, c'est le jeune fougueux, intrépide, rêveur qui va arriver à Paris et un peu contaminer les autres de sa joie de vivre. On a la chance de travailler avec des metteurs en scène qui viennent, entre autres, du Cirque du Soleil. Rendez-vous. Après, on a apporté beaucoup de modernité dans l'approche, dans les musiques qui sont sur des sonorités plus électro. On est loin de Dumas. Mais ça colle parce que dans l'histoire, en tout cas dans les textes, on raconte vraiment l'histoire. Il y a de la danse, il y a des acrobaties, du combat, de la pyrotechnie. On a la chance vraiment dans ce spectacle d'avoir des scènes de combat hyper impressionnantes qui sont dirigées par des maîtres d'armes. On a des danseurs breakers, des yamakasi qui font des saltos. On a des vraies armes. Les épées sont super lourdes, coupantes aussi, et tout est vraiment millimétré. On n'a pas droit à l'erreur. C'est pas des petits combats, c'est plutôt Game of Thrones, quoi. C'est un spectacle français, mais nous avons pris des metteurs en scène québécois, qui sont René Richard Cyr et Dominique Champagne. Ils ont une folie que peut-être les Français n'ont pas. Il y a aussi l'originalité dans les costumes. Vous voyez, Richelieu, s'il s'était vu que... S'il devait me voir là, il se dirait peut-être j'aurais bien voulu être fringué comme ça. Ils ont intégré beaucoup de vidéos avec un système de périac qui tourne. Ça prend pas le dessus sur les personnages, mais en même temps, ça crée quelque chose qui change tout le temps, qui est toujours en mouvement. On se croirait presque des fois dans des scènes de cinéma. Les 3 mousquetaires, tout le monde connaît, c'est un message qui est universel, c'est tout simple, c'est tous pour un pour tous, tous pour un. Les 9 minutes sur scène, on ressent cette solidarité. Il y a vraiment au sein de la troupe cette notion du tous pour un pour tous qui est très forte. Un pour tous, tous pour un. Une devise qui, je pense, qui va toujours être actuelle et qui l'est encore plus aujourd'hui, alors que le monde semble un peu se diviser. Moi, sans toi, je ne serais personne. Le faire résonner ici au Palais des Sports, il n'y a rien de plus beau avec les gens qui souvent le crient et le parlent avec nous, ça fait du bien. Où peut-on voir ce spectacle? Alors, au Palais des Sports, 50 personnes en scène. Christophe Héroux, qui fait Richelieu, il faisait Ben Hur au Stade de France. C'était patent à Laura. Voilà, magnifique. Eh bien oui, alors pourquoi? Nous sommes un tiers des Français à avoir des troubles du sommeil ou à déclarer mal dormir. Aïe. Donc là, il y a 2 Français qui se sont penchés sur la question et qui vont essayer d'améliorer nos conditions de sommeil. Alors, il y a plein de petites applications qui existent déjà, mais ce n'est pas très scientifiquement prouvé. Là, ils vont plus loin, on va regarder ça en images. Ils ont créé un bandeau qui, lors de votre sommeil, va diffuser des ultrasons qui vont permettre à votre sommeil de continuer et de rester profond. Ah bon? Oui, c'est prouvé scientifiquement. 7 ans d'études, c'est Hugo Mercier et Quentin Soulet de Brugière qui ont inventé ça. Et
Et donc, il y a des vrais résultats. Et ensuite, bien sûr, reste connecté. Vous pensez bien, sinon ça ne serait pas dans ma chronique. Donc après, vous pouvez avoir un résultat de votre sommeil. Et suivre... Mais il faut porter le casque tout le temps. Ou au bout d'un moment, quand on dort bien, on peut arrêter. Après, quand vous dormez bien, vous n'avez plus besoin de le mettre. Sauf si vous trouvez que ça plaît à votre fiancé ou à votre femme. Ça c'est chacun ses goûts. Hein. Alors justement, vous dites, tiens, c'est joli ce petit look. Eh bien, en parlant de look, Laura, vous avez trouvé un égérie et non pas une égérie. Et oui, c'est un homme. Les youtubeurs, vous connaissez, Henri Jean, les youtubeurs? Bien entendu. Oui. Voilà. Bon, ben, celui-ci s'appelle James Charles et c'est le premier homme égérie femme. Il devient égérie d'une marque de make-up, c'est lui. Et en fait, pendant des années, il a posté... Attends, il est à droite ou à gauche? Ah, mais il est dans les deux. Là, il est dans les deux. Voilà, tout ça, c'est un homme qui sait très bien se maquiller. En tout cas, ça plaît à cette marque de maquillage. Il succède à Kate Perry, à Rachel Hunter, à plein d'actrices, à Rihanna. Donc, pour vous dire à quel point ça va devenir une star. Oh là là là, peut-être que ça... Donc essayez, rien n'est perdu pour vous si vous voulez devenir égérie d'une grande marque de cosmétiques. Pourquoi pas? On va essayer, on va envoyer des photos sur Instagram. Et puis alors évidemment, tout le monde en a parlé, c'est la sortie de Brice 3. Ah oui, exactement. Et là, il y a une petite surprise. Il y a une petite surprise. On parle souvent, Internet, de ses travers, du téléchargement illégal. Et oui. Donc lorsque vous tapez Brice 3, vous allez tomber sur un lien qui vous permet peut-être de le voir en streaming, ce qui est totalement interdit, puisque lorsqu'un film vient de sortir et est en salle, évidemment, il n'est pas sur Internet. Et là, c'est possible. Eh bien, là, c'est possible, je ne sais pas. Vous tombez sur ce lien, vous dites, c'est pas grave, moi, je vais déroger à la règle. On va regarder les images du sujet d'abord et on regardera l'application ensuite. Donc, vous allez voir, lorsque vous lancez le film, voilà ce qui se passe. Salut, Body. Au début, c'est effectivement le début du film. D'accord. Ah, bah, c'est mon cours de casse-chi. Ah non! T'as cru que t'allais voir tout le film? Oh non! Oh la casse! Voilà. C'est énorme parce que je vais vous dire la vérité. Moi, mes enfants, ils se sont fait avoir. Voilà, donc vous pensez regarder le film? Eh bien non. Donc je trouve que c'est un très très bon coup de pub et de marketing et une très bonne idée. Ce que vous auriez dû filmer, c'est la tête des gens qui s'apprêtent à regarder le film on vient de voir la gratuitement et se dire merde, ça c'est possible et tout. Et quand lui il arrive, je t'ai cassé, qu'ils peuvent pas voir le film. Et ben du coup ils sont allés au cinéma. Voilà. Très bonne et autre chose parce que c'est pas terminé, il continue, il déploie plein d'idées créatives pour faire la promotion du film. Il y a même une application qui vient de sortir, qui s'appelle Brice Moji, où vous pouvez envoyer à vos amis sa farte ou avec le son de Brice ou des petits Brice qui prennent la place des smileys traditionnels. Ah, au lieu des émoticônes, c'est des brissoticônes. C'est un peu ça. Aïe, magnifique. Et on termine avec... Et on termine avec un bar qui m'a amusé. On va regarder quelques images. C'est un bar qui ne sert pas d'alcool, mais bien de l'eau du robinet. Donc vous allez... Mais qui facture l'eau du robinet? Ah non, c'est aux États-Unis, c'est de l'eau filtrée pour vous montrer la qualité du filtrage de l'eau. Et donc vous allez dans le water bar, au moins c'est sain. Vous buvez de l'eau de source, de régions différentes, mais ce n'est que de l'eau du robinet. C'est comme au Vatican. J'ai pas le prix. Ils arrivent à la vendre. Je pense qu'ils arrivent à... Voilà, après, ils vous proposent peut-être d'autres services. C'est comme au Vatican. Au Vatican, on ne sert que de l'eau gazeuse, fraîche, froide ou tiède. T'as pas d'alcool au Vatican. Regardez sa majesté. C'est comme au Vatican. Oui, mais au Vatican, on ne vous fait pas payer, quand même, lorsque vous êtes reçu. Il y a des cocktails. Il y a des cocktails vaticanesques. Ça s'appelle le water bar. Voilà, il faudra demander à William d'aller là-bas pour l'essayer. Non, mais c'est une très très bonne idée. Moi, je trouve faire payer l'eau potable, là, vraiment, il fallait être américain pour faire ça. Franchement, bravo. Eh bien... Nous vous avons beaucoup parlé de la FIAC ce matin, la Foire internationale de l'art contemporain. Mais figurez-vous qu'il y a autre chose d'intéressant à voir à Paris en ce moment. Et c'est aussi ce qu'on appelle de l'art contemporain, même si ça date d'un petit peu avant. Pas un, pas deux, pas trois, 130. 130 chefs-d'œuvre. Regardez du Monet, du Cézanne, Matisse, Gauguin, Picasso. Alors c'est de l'art moderne. Tout ça, oui. Enfin, oui, de l'art moderne. Tout ça à partir de demain à la Fondation Vuitton, dans le Bois de Boulogne. C'est l'expo événement. Alors ceux qui ont cru qu'à la Fondation Vuitton, et je dois dire que j'en étais au tout début, l'œuvre d'art c'était surtout le bâtiment,
vont être servis. Le Parisien raconte l'inauguration hier. Il paraît que certaines personnes ont été prises en flagrant délit de larmes, c'est-à-dire qu'elles se sont mises à pleurer en entrant dans les salles Gauguin et Matisse de l'Expo. Mais c'est pas, ça porte un nom, c'est le syndrome quand on voit le beau pas comme celui ça. de Stockholm. Non, mais c'est un autre syndrome de l'art, peut-être, de l'émotion. Stendhal. Stendhal. Ouais, je pense que c'est exactement Stendhal. ça. Merci beaucoup. On voit que sur le plateau, on suit. C'est le syndrome de Stendhal. Alors, vous voyez, la danse de Matisse, le bois d'André Derain, Picasso, La femme à l'éventail, le pont de Sèvres vu par le douanier Rousseau et tant d'autres œuvres, 126 autres œuvres à voir. C'est ce qu'on appelle la collection Shtukin ou Tchoukin, très difficile à prononcer, C-H-T-C-H-O-U-K-I-N-E. Ce monsieur est né en 1824, il est mort en 1936. C'était le fils d'un magnat du textile et il adorait l'art. Alors, il a eu une première collection d'art russe. Ensuite, il s'en est débarrassé pour acheter ses contemporains qui étaient mal aimés. Et à l'époque, ça coûtait pas si cher que ça. Il a ainsi amassé 275 tableaux pour moins de 15 000, l'équivalent de 15 millions d'euros, c'est-à-dire moins que le prix d'un seul de ces tableaux aujourd'hui. Alors, c'était un ami de Matisse. Il était un peu plus distant avec Picasso parce que Picasso était très anti-bourgeois. Et puis un jour, d'ailleurs, Matisse l'emmène dans l'atelier de Picasso. Les deux hommes, c'est pas la franche rigolade, il y a un petit peu de froid, mais tout de même, Tchoukin achète tout l'atelier de Picasso. C'est sympa quand vous êtes peintre, il y a un gars qui arrive de je prends tout. Tout. Voilà. Et à la fois, quand le gars s'appelle Picasso, oui, effectivement, il y avait du... Oui, mais à l'époque, il fallait savoir que... Alors, bien sûr. Tchoukin, il était malin parce qu'il avait transféré tous ses avoirs financiers dès 1913 de la Russie à la France. Il a donné sa collection à la ville de Moscou et ça a sans doute aidé à ce qu'il passe à travers les gouttes, si je puis dire, ou les lames de la révolution russe. Il s'est installé à Paris en 1918, il y est mort en 1936, mais comme... Je vous le disais, il a donné préalablement sa collection à la ville de Moscou entre 18 et entre 36. Donc pendant 18 ans, il n'a jamais revu ses trésors. Voilà. Ils sont aujourd'hui dans les musées de Saint-Pétersbourg, l'Ermitage donc, ou au musée Pouchkine de Moscou, et à la Fondation Vuitton pour quelques temps. À partir d'aujourd'hui, c'est visible. À partir de demain. Autre expo, Bernard Buffet. Alors, il en est question à la une de Connaissance des Arts, qui fait une grosse offensive éditoriale. Expo donc au musée d'art moderne de la ville de Paris. Dans le Figaro, il en est également question. C'est l'occasion donc de découvrir ou de redécouvrir un peintre au trait un peu agressif et un peintre prolifique aussi, parce qu'il a fait quand même plus de 8000 tableaux. Il a longtemps été mal aimé. Il était on disait de lui que c'était le chiffon rouge absolu du mauvais goût, parce que c'était un peintre figuratif à l'opposé de l'abstraction qui était en force après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est suicidé en 99 par étouffement, impitoyable scénario qu'il s'était promis sous la menace de la maladie de Parkinson, peut-on lire ce matin dans le Figaro. Alors sa cote à Buffet, elle stagne un petit peu, c'est vrai qu'il est répétitif, et puis il avait pris l'habitude de faire des séries, et il paraît, nous dit-on dans le Figaro, que le marché n'aime pas trop les séries. Il a quand même battu son propre record, disons, et de 1 500 000 € pour un tableau. C'est quand même pas mal. Walt Disney. Hors série, toujours dans le Figaro. Alors, pourquoi Disney? Parce qu'on fête les 50 ans de la disparition de Walt Disney. Alors, ceux qui l'adorent disent qu'il ne s'est pas contenté d'exceller dans son art, mais qu'il en a fait un vrai business. Ceux qui l'aiment moins disent qu'il incarne la culture aseptisée. Et en tout cas, c'est impossible de nier son influence sur nos émotions, nous qui aimons tant les contes et les légendes. Regardez, évocation du livre de la jungle, un chef-d'œuvre. Il a peu dessiné, Walt Disney. Il a beaucoup écrit de scénarios. Et alors, ce qui est intéressant dans ce hors-série, c'est qu'on découvre ou redécouvre, en tout cas moi je le découvrais, le bonhomme et surtout son enfance, une enfance volée. C'est sans doute ça qui l'a incité à s'évader dans un monde imaginaire. On ne lui a jamais souhaité son anniversaire lorsqu'il était gamin, levé à 4h30 pour aller bosser avec une charrette avant d'aller à l'école, des coups de trick à la maison, etc. etc. Donc c'est intéressant de lire sa vie et de voir tout ce qu'il a pu faire dans ce hors-série du Figaro. Merci beaucoup Patrice. Maintenant... Alors vous en avez mangé avec les Jeux Olympiques de Rio du Brésilien, mais vous avez peut-être loupé certains programmes. Eh bien figurez-vous qu'il y en a un particulièrement remarquable, en tout cas remarqué au Brésil, qui s'appelle Los Entubados. Qu'on pourrait traduire comment en français Los Entubados? Les entubés.
Les entubés. Oui, mais vous allez comprendre, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Je sais Pourquoi pas s'ils vont exporter Entubados le va concept. diffuser sur la chaîne Canal Sony. Et si, il serait très bon d'ailleurs d'exporter ce programme. Et c'est un programme qui est finalement dans l'air du temps. Alors pourquoi dans l'air du temps? Ça veut dire quoi d'abord vraiment les entubés? Pourquoi Alors, est-ce que... les entubés, parce qu'en fait, ce programme fait référence à YouTube. Vous savez, cette plateforme de partage absolument gigantesque. Et en fait, pourquoi ce petit jeu de mots? Parce qu'en fait, YouTube, en portugais, ça donne entubados, sauf qu'entubados traduit en français, ça donne entubé. C'est un peu moins chic tout de suite. D'accord. Donc en français, ce serait les YouTubés. Les youtubeurs. Nous, on va youtubeurs. s'arrêter à youtubeurs. Et effectivement, aujourd'hui, il est quand même très difficile d'échapper à ce phénomène mondial, ce phénomène interplanétaire qui est celui des stars de l'Internet. Vous avez quelques poignées, quelques personnes qui sont quand même capables de réunir des millions de personnes devant leur scénette, devant leurs petits clips, leur quotidien. C'est vraiment très impressionnant. C'est quoi? Ça veut tout simplement dire que finalement, nous avons des jeunes gens qui sont capables de créer, de faire de très grandes choses avec une petite webcam et puis des fois une chambre, juste une chambre d'adolescent. Et c'est un phénomène finalement à côté duquel on ne pouvait pas passer. Et justement, les Brésiliens se sont dit, tiens, et si on leur faisait une télé-réalité entièrement consacrée d'ailleurs à eux, ces youtubeurs. Ils en ont sélectionné quelques-uns, pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit des 8 youtubeurs les plus exceptionnels du Brésil. Vous allez voir les chiffres qui vont suivre dans l'extrait, c'est à donner le vertige. Et ils les ont rassemblés dans une maison. Ils vivent tous ensemble, confinés. Ça, c'est un principe qui nous rappelle les téléréalités classiques. Et puis l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, ils relèvent des défis, à savoir des défis de créativité. Je vous propose déjà de goûter, de voir un peu à quoi cela ressemble, les entubados. Boa noite e sejam bem-vindos ao Entubados. Entubados é o primeiro reality show de youtubers do mundo. É o primeiro, não é? E é isso que importa. O nosso negócio aqui é tentar entender um pouco mais sobre o fenômeno youtubers. O que comem, onde vivem, como se reproduzem. Ó, a gente mal começou o programa, eu já posso responder 2 perguntas. Primeiro, eles não se reproduzem. Segundo, eles vão viver aqui, nessa casa que a gente preparou especialmente para ele! Caraca, que foda, velho! Isso aqui vai ser meu quarto? Caraca, que lindo! Nossa, eu quero esse quarto pra minha vida! Ce sont des millions et des millions et des millions de vues. Et là, on est quand même à des chiffres non seulement d'abonnés, puisque vous savez, ils créent des chaînes, en fait, des chaînes qui leur sont propres. On est quand même à des millions, voire des dizaines de millions, et d'abonnés et de vues. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige réellement. Alors, on précise d'ailleurs à nos téléspectateurs qu'il n'existe pas que YouTube. Vous pouvez aller aussi sur Dailymotion, vous pouvez aller aussi sur Vimeo. Il y a d'autres plateformes qui diffusent de la vidéo. Sinon, après, on va penser qu'il n'y a qu'une seule marque qui donne accès, mais non, il y en a d'autres. Absolument pas. C'est juste que ce programme s'est consacré à cette plateforme-là en question. Mais non, évidemment, nous en avons plein d'autres. Alors, le principe, au fur et à mesure, ça va être évidemment de relever certains défis. Le petit reproche que nous pouvons faire, si vous voulez, à ce programme, c'est que conceptuellement, il est fort. Ouais. Rassembler les 8 plus grands youtubeurs du Brésil, donc des gens qui rassemblent des millions d'inscrits, donc des gens qui potentiellement, voilà, et puis surtout des gens qui les ramènent avec eux potentiellement sur le format télé. Vous avez envie de vous dire, ils vont mettre le paquet là quand même. Ouais. C'est dommage parce que finalement, ça reste une émission à petit budget, et du coup, quand on leur demande de relever des défis et de créer des scénettes et des séries à chaque fois sur des thèmes précis, c'est dommage. Ce n'est pas la hauteur, on va dire, de la quantité de personnes qui les suivent. Mais regardez, c'est assez marrant. Ils font comme ils peuvent. Et tout se fait à l'intérieur de la maison où ils sont confinés. Entubados também ensina. Está no ar o Momento Enciclopédia. Já ouviu falar em crush? Crush nada mais é do que aquela pessoa pela qual você tem uma queda, sabe? Quem se saiu melhor no tema pimenta. Esse prato aqui já é muito apimentado, mas como hoje o tema é pimenta, a gente resolveu deixar ele completamente... E vou fazer um brownie incrível com pimenta calabresa que fica apimentado na medida certa. E olha, vamos ver agora quem ganhou a prova do vídeo em grupo, cujo tema era, vocês se recordam? Novela mexicana. Maria!
também tenho segredo. Eu sou Ramon. Qual grupo venceu a prova novela mexicana? Primeiro, Lucas Lira, 374 pontos disparados. À la télénovelas mexicaine. Ah, Oui. ça c'est extraordinaire. Bah, les telenovelas brésiliennes, des fois, elles sont très fortes aussi. Hein. Bon, donc vous voyez, ils scénarisent, ils conceptualisent et puis ils font. Et voilà. Los Entubados. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. C'était pas de vous dont je parlais, hein. C'était évidemment du programme. Maintenant, nous allons passer à la couleur du ciel. Et oui, c'est la météo. Tiens-toi droite. Et oui, tiens-toi droite ou tiens-toi droit, vous l'avez entendu souvent ça, hein, on vous l'a répété. Mets pas tes coudes sur la table, regarde l'interlocuteur dans les yeux. Bah, ce sont des règles de savoir-vivre. Et alors figurez-vous que vous allez découvrir avec Laurence qu'en fait tout ça, ça peut vous redonner aussi l'estime de vous, la confiance en soi. Donc c'est un livre du docteur Jean Rico François aux éditions Le Duc et vous allez nous en parler. Tiens-toi droit, donc c'est le titre. Ça veut dire quoi, tiens-toi droit? C'est une petite astuce pour nous dire que il y a des choses élémentaires, essentielles dans la vie, sa façon de se comporter, agit plus qu'on ne croit sur nos pensées, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, notre bien-être, etc. Donc elle nous dit, Jean Rico François, qu'on peut s'épanouir grâce au savoir-vivre, qui est une notion un petit peu désuète aujourd'hui. Oui, ça fait un petit peu rétro. C'est quoi le savoir-vivre? À la base, c'est se tenir droit, regarder quelqu'un en face, lui serrer la main en conscience, écouter. Une écoute active quand on nous parle, dire bonjour en regardant droit dans les yeux, être ponctuel, autant de petites politesses du quotidien qui permettent de quoi? De mieux vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est devenu vraiment essentiel dans notre société. Le savoir-vivre, nous dit l'auteur, est un formidable outil également pour développer notre confiance en soi, enrichir son rapport aux autres. C'est un outil pour progresser soi-même, s'améliorer en tout point et par là même construire une meilleure estime de soi. Et finalement, Laurence, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'éducation, tout simplement? C'est l'éducation que l'on a depuis l'enfance, mais quand on n'a pas la chance de l'avoir eue, on peut la construire soi-même à l'état adulte, en prenant conscience de l'intérêt du savoir-vivre qui nous mène à développer le respect de soi et des autres à partir de qualités telles que l'observation, observer les gens, c'est une éducation, l'attention aux autres, la gratitude, l'élégance de vivre. Et exemple d'un repas, alors là c'est un petit cas d'école, on connaît tous le repas à la maison, le repas en amoureux et le repas entre amis. On a soumis l'exercice du repas à la psychologue en question. J'ai pensé que le savoir-vivre pouvait être comme un outil. C'est-à-dire qu'en appliquant des règles et des codes de savoir-vivre et de politesse, et en les intégrant, ça permettait de développer des qualités intérieures, comme la générosité, la gratitude, l'humilité, l'honnêteté, l'attention aux autres, et surtout l'attention aux autres. Il y a un code pour se tenir à table, hein. On se tient droit, on paraît, mais droit, on se tient à petite distance de la table, alors avec les mains sur la table, ça c'est le code français. Les anglo-saxons mettent les mains sous la table. Qu'est-ce que ça permet en fait d'avoir cette posture-là? Ça permet de balayer toute la salle aussi, de voir tout le monde. Ça permet de voir le décor, ça permet d'être là en fait. Quand on se tient droit, quand on regarde les gens dans les yeux, ça développe quelque chose intérieurement. Au départ, on a du mal, on est timide, et apprendre à le faire, ça transforme l'état intérieur et ça transforme le rapport aussi à soi en matière de confiance, d'assurance. Une des règles de politesse consiste à ne pas mettre son téléphone portable sur la table. Parce que bon, tout le monde n'est pas médecin urgentiste, hein, donc le téléphone il peut rester dans le sac. Le téléphone sur la table, c'est quelque chose qui nuit beaucoup à la communication. Parce qu'il est là, on est toujours en train de jeter un coup d'œil dessus. En plus, quand on se permet d'y répondre, alors là, c'est carrément dérangeant pour tout le monde. Harry Potter, c'était Harry Potter? Non, tu l'as lu ça? Harry Potter, oui. Ouais. Manger proprement fait partie de l'attitude. C'est aussi une question d'élégance et d'esthétique. Et dans le savoir-vivre, il y a un rapport avec l'esthétique. Ça participe de la beauté de la vie. Imposer aux autres quelque chose qui n'est pas beau, quand on peut faire autrement, c'est leur manquer de respect. Et le portable, c'est nouveau ça, le portable.
Ah, le portable, normalement, c'est comme les armes au vestiaire, c'est-à-dire que vous rentrez avant le dîner ou avant le déjeuner, vous prenez le portable et vous le laissez dans un endroit, quoi. Ça devrait être la base, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Plusieurs questions, docteur. Alors, première question, quand on est avec des enfants, on a l'impression de toujours ressasser les mêmes choses. Est-ce que, à force, c'est pas contre-productif? Est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas une autre technique pour C'est contre-productif parce qu'on ne leur explique pas le pourquoi. C'est-à-dire quand on demande à un enfant de bien se tenir à table, c'est-à-dire de bien manger, d'être propre, de ne pas se tenir de travers, etc. Il faut lui expliquer que en face de lui, il y a quelqu'un qui le regarde et qui l'observe et que c'est une marque de respect ou d'affection, même de considération, que d'avoir une bonne tenue devant lui. Il faut expliquer à l'enfant qu'il y a un sens au bien se tenir, au bien manger, à être propre, à sentir bon, à se doucher, à pas mettre les doigts dans le nez. C'est qu'en face, vous avez quelqu'un qui vous regarde. Et donc, là, il y en a qui vont se reconnaître. Hein. Ouais. Vous avez bien entendu, se doucher. Se doucher au moins une fois par jour. Pas mettre les doigts dans le nez. Voilà, mettre du déodorant pour sentir bon. Alors, autre chose qu'on entend aussi souvent, est-ce que c'est pas un peu Madame de Rothschild? Est-ce que c'est pas un peu désuet, tous ces codes-là? Est-ce qu'aujourd'hui, la société n'a pas évolué? A-t-on encore besoin de tous ces codes un peu stricts, un peu rigides? C'est le mot éducation et savoir-vivre qui paraît has-been. En revanche, quand on vous parle de civilité ou d'incivilité ou de citoyenneté, là, ça prend un nouveau sens puisque ça concourt au mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, que vous preniez le métro, vous soyez dans les embouteillages, vous êtes dans le milieu du travail, vous êtes même dans le couple, le vivre ensemble est devenu quand même la base du bien-être et du bonheur. Et il y a de plus en plus d'incivilité et elle commence très très tôt et dans de tout petits périmètres, l'incivilité. Magnifique. Eh bien, nous allons être très civils puisque nous allons vous souhaiter une excellente journée. Voilà, passez en compagnie de la chaîne et surtout n'oubliez pas, Télématin demain matin, hein, ça commence à 7h. Voilà, et on compte sur vous, bien entendu. Together.